Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre donc pour ce webinaire spécial trading d'options. Je suis ravi de vous retrouver et surtout de retrouver notre spécialiste d'options, Michael Roussel, donc le fondateur de la Bourse Sans Stress, que nous avons invité ce soir pour nous parler des options et surtout comment on peut les utiliser de manière un peu concrète sur la plateforme de FreeStocks. Donc, avant de laisser la parole à Michael, je voudrais juste faire un petit aparté pour les personnes qui veulent trader des options. Sachez que vous pouvez le faire chez nous de deux manières. La première, qui est celle qu'on recommande, c'est d'utiliser via le site internet, via la plateforme FreeStocks, qui est une plateforme dédiée aux options américaines sur actions et sur indices. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que d'une part, elle est simple à prendre en main et d'autre part, c'est que les frais sont de zéro commission. Vous savez, FreeStocks, c'est une plateforme de zéro commission, donc vous ne payez pas de commission sur le passage d'ordre. Donc voilà, ça c'est la première solution qu'on vous propose. La deuxième solution, c'est de le faire via notre marque blanche avec Interactive Broker. Parce qu'on travaille avec eux, on propose leurs produits. Donc vous pouvez aussi négocier les options via Interactive Broker, mais avec notre intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez votre compte chez Interactive Broker, mais vous avez tout le support client français disponible, ce qui n'est pas le cas a priori avec eux, et vous avez également accès à toutes les formations qu'on propose. Donc voilà, il y a deux manières de faire. La manière avec Interactive Broker, vous payez des commissions, mais vous avez accès à leur plateforme TWS Trader Workstation, qui est une plateforme assez poussée pour faire des options. Donc elle est plutôt très bien faite pour ça, notamment pour faire des stratégies d'options. Sinon, vous prenez FreeStocks. Voilà pour ce petit aparté. Si vous avez des questions, vous me joignez et je vous explique un peu plus en détail les conditions pour négocier sur les options. Voilà, donc ce soir, Michael, merci déjà de nous rejoindre. Merci pour l'heure que tu vas consacrer, plus d'une heure, parce que bon, ce soir c'est une heure, mais tu as préparé pendant un certain temps cette présentation. Donc déjà merci. Et puis écoute, je te laisse la parole. De quoi vas-tu parler ce soir? Ce soir, alors je vais commencer en première partie par vous présenter ce qu'est une option pour qu'on ait les mêmes bases de discussion pour ensuite présenter les stratégies. Et je vais vous présenter ensuite donc différentes stratégies utilisables sur la plateforme FreeStocks qui sont le covered call, le credit call spread, le credit put spread et la vente de call à nu, puisque la vente de call à nu représente au sein de nos stratégies à peu près 95% de notre business aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne vous engage pas à faire de la vente de put à nu sans formation adéquate. C'est pour ça que je vous propose également donc des formations de credit spread, enfin des stratégies de credit spread put ou call, qui sont des stratégies à risque limité, en sachant qu'avec une vente de put à nu, votre risque n'est pas, alors il est limité, il n'est pas illimité, mais il est limité, mais il est beaucoup plus important que pour une stratégie de credit call ou de credit put spread. Mais bon, il me semblait important de vous montrer comment ça se passe, en sachant que on peut utiliser la vente de put à nu pour deux stratégies différentes. Une qui est donc la prise de prime d'option, donc l'encaissement de prime d'option. Et donc la deuxième stratégie de vente de put à nu est une stratégie qu'on appelle le cash secure put, qui permet notamment d'acheter des actions moins chères que le prix du marché. Voilà. Voilà. Donc je vais commencer maintenant par vous présenter donc ce qu'est un contrat d'option. Donc je vais passer, donc j'ai à peu près 8-10 slides pour vous présenter ce qu'est une option, pour qu'on puisse parler de la même chose une fois qu'on va attaquer les stratégies. Alors, définition d'un contrat d'option. Une option, c'est un contrat entre un acheteur et un vendeur pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un cours précis et une date connue à l'avance. Il faut savoir que si vous achetez une option, vous allez payer une prime pour cela, et si vous êtes vendeur d'options, vous allez recevoir une prime. Vous comprenez pourquoi on préfère être vendeur pour recevoir des primes plutôt que d'acheteur pour les payer. Les contrats d'options existent sur différents supports optionnables que sont les actions, les matières premières, les futurs, les indices, etc., etc. Au niveau du vocabulaire que nous utilisons, donc le sous-jacent, ça va être le support du contrat. Donc, si je prends une action genre Coca-Cola par exemple, Coca-Cola sera le sous-jacent sur lequel nous irons poser un contrat d'option ou une stratégie d'option. Le prix d'exercice, ou strike en anglais, sera le prix où s'achètera ou se vendra le sous-jacent en fonction d'une vente de call, d'un achat de call, d'une vente de put ou d'un achat de put.
La prime, c'est ce que vous payez en tant qu'acheteur et c'est ce que vous recevez en tant que vendeur du contrat. Il faut savoir qu'un contrat d'option, à la différence des actions, a une durée de vie limitée. C'est ce qu'on appelle la date d'échéance ou la date d'expiration, qui est la date à laquelle le contrat arrive en fin de vie. Et une fois la date d'expiration passée, alors je vais prendre l'exemple classique du troisième vendredi de chaque mois, puisque c'est ce qu'on appelle les échéances en monthly, mensuel. Une fois que la bourse est terminée à 17h, donc heure de New York, à 17h001, le contrat, s'il n'a pas été assigné, si on n'est pas ce qu'on appelle dans la monnaie, le contrat donc n'existe plus, vous n'êtes plus lié entre l'acheteur et le vendeur sur ce contrat. Voilà, une fois que la date d'expiration est partie, vous n'avez plus aucun lien entre l'acheteur et le vendeur. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'un contrat d'option a une quantité de 100 titres, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un call, vous contrôlez le droit d'acheter 100 actions à un prix précis et ou vendre 100 actions à un prix précis. Donc ça, il faut bien prendre ça en compte, c'est que quand vous achetez ou vous vendez un contrat d'option, en gros, vous manipulez 100 actions. Donc vous avez le droit d'acheter 100 titres avec l'achat d'un call ou de vendre 100 titres avec l'achat d'une option put. L'assignation du vendeur d'options, l'assignation, en fin de compte, c'est l'obligation pour le vendeur d'options, soit de livrer les actions dans le cas d'une vente de call, ou d'acheter les actions pour lorsque le sous-jacent est en dessous du prix du strike. Donc vous avez une obligation puisque vous avez reçu une prime pour cela. Il faut savoir que seul l'acheteur peut déclencher l'assignation. Vous, en tant que vendeur, vous allez subir l'assignation, qu'elle arrive ou pas, ça dépend si on est dans la monnaie ou hors de la monnaie à la date d'expiration. Mais sachez que l'assignation, c'est uniquement le droit de l'acheteur du call ou du put, et lui seul peut assigner. Vous, en tant que vendeur, vous êtes simplement là en attente de vous faire assigner ou pas par l'acheteur de l'option. Bien sûr, vous avez deux types de contrats qui sont les calls et les puts. Vous avez donc le call qui est un contrat d'achat qui vous donne le droit d'acheter, mais qui vous donne également l'obligation de vendre. Et vous avez le put qui vous donne le droit de vendre et l'obligation d'acheter, puisque vous pouvez acheter un call et vendre un call, et vous pouvez acheter un put et vendre un put. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est déjà pour vous donner quelques informations, en sachant que là, on va voir effectivement donc, la vente de call à la fin de ce webinaire. Et on va également voir tous les contrats, puisque au niveau des credit spread, on aura deux contrats, donc d'un côté un achat et une vente, au niveau du credit call spread et du credit put spread. Alors, pour éclaircir un peu la situation, donc en gros, si vous devez vous mettre dans les options, si vous deviez retenir qu'une seule slide aujourd'hui, ça serait celle-ci, puisque vous devez absolument savoir à quoi vous donne le droit ou l'obligation lorsque vous achetez ou que vous vendez un call, par exemple. Donc, l'achat d'un call vous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter le sous-jacent pendant la durée du contrat. Je prends un exemple tout simple. Une action vaut 50 $, vous achetez le droit d'acheter à 55 $, c'est-à-dire que vous pensez que le sous-jacent va monter de façon significative et vous ne voulez pas tout de suite acheter les actions parce que ça doit dépasser un certain niveau, par exemple, hein, j'extrapole. Et donc, vous achetez un call 55 alors que le cours est à 50. Donc, vous vous donnez le droit d'acheter le sous-jacent une fois que le prix du sous-jacent sera au-dessus de 55. Si le cours est à 60, par exemple, vous aurez le droit d'acheter à 55, ce qui vaut 60. Donc, si vous avez des actions qui valent 60, mais que vous avez acheté 55, vous vous doutez bien que vous gagnez 5 par action. Fois 100 actions, vous gagnez 500 $. Maintenant, si à la date d'échéance, vous avez le droit d'acheter à 55, mais que le cours est à 53, est-ce que ça vaut le coup d'acheter à 55, ce qui vaut 53 sur le marché? Si vraiment vous voulez les actions à ce moment-là, vous laissez tomber votre droit d'acheter à 55 et vous achetez directement à 53 sur le marché. Vous ferez une économie de 200 $ sur l'achat de vos actions. Donc, la vente de call, elle vous donne l'obligation de vendre le sous-jacent pendant la durée du contrat. Donc, je reprends mon exemple. Vous avez donc des actions qui valent, je sais pas moi, 50 $ dans votre portefeuille. Vous vendez un call 55. Si le sous-jacent dépasse les 55, vu que lui, l'acheteur du call, a acheté le droit d'acheter à 55, il est bien évident que si le sous-jacent dépasse les 55, il va exercer son droit et vous aurez l'obligation de lui donner vos actions à 55, qui valent peut-être 60, 65. Ça, après, c'est plus votre problème. Vous, simplement, vous avez acheté des actions à 50.
vous avez vendu un call 55, donc vous allez devoir livrer vos actions à 55, vous allez gagner 500 $, plus la prime que vous avez reçue. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le covered call, mais vous avez l'obligation, une fois que le prix dépasse le strike, de livrer les actions à l'acheteur du call. L'achat de put, pour les puts, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'achat de put vous donne le droit, mais pas l'obligation, de vendre le sous-jacent pendant la durée du contrat. Voyez ça un peu comme une assurance. Vous avez acheté des actions, toujours pareil, à 50, elles sont montées, imaginons, à 70, et vous vous dites, bon, bah voilà, ça serait bien que si elles descendent à 60, bah, je ne perds pas toute ma plus-value, et je voudrais au moins en garder 60 puisque j'ai acheté 50. Et bien à ce moment-là, vous pouvez acheter un put 60 qui vous donne le droit de vendre vos actions à 60, peu importe le prix, en dessous cette fois-ci de 60. Ok, donc si l'action monte à 70, donc vous décidez de vendre un put, d'acheter un put 60. Imaginons que l'action a une très mauvaise nouvelle, le produit qui vient de sortir n'est pas fiable, etc. Et l'action chute à 30, par exemple. Ben vous aurez le droit, puisque vous avez acheté un put, vous aurez le droit de les vendre à 60, peu importe le prix, en dessous de 60. Imaginons que demain la société fasse faillite, par exemple, l'action vaut 0. Vous, c'est pas bien grave, puisque vous avez un contrat qui vous lie à un vendeur de put, qui vous dit que ben voilà, moi, quoi qu'il arrive, que la société fasse un dépôt de bilan ou autre chose, où le prix est en dessous de 60, moi j'ai un contrat qui me dit que quoi qu'il arrive, j'ai le droit de les vendre à 60. Et en face, vous avez un vendeur de put qui lui a pris l'obligation de vous les acheter puisqu'il a reçu une prime pour ça. Le vendeur de put, lui, est donc à l'obligation d'acheter les actions de l'acheteur du put, puisqu'il a reçu de l'argent pour ça. Si je voulais vous expliquer la vente de put, aujourd'hui, si vous avez un véhicule que vous assurez, vous avez un contrat d'option. C'est-à-dire que votre assureur vous vend un contrat d'assurance pour lequel il s'engage à réparer votre voiture si vous l'abîmez. Okay, donc, vous achetez le droit de lui donner votre voiture pour qu'il la répare. Ben, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous, en tant que vendeur de put, vous êtes assureur d'action, hein, puisque la personne en face a le droit d'exercer son droit de vous vendre des actions pas chères à un prix déterminé lorsque vous avez acheté votre put. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ce sont des concepts un petit peu… En gros, là, vous avez la partie la plus compliquée des options. Une fois que vous avez maîtrisé ces 4 contrats, vous avez compris, allez, 80% de la logique des options. Donc, il faut vraiment se focaliser sur la compréhension d'un achat de call, d'une vente de call, d'un achat de put et d'une vente de put. Et là, vous avez déjà fait un gros pas par rapport à 90% des traders retail qui arrivent sur le marché, notamment des options. Alors, dans un contrat d'option, pour déterminer le prix d'un contrat d'option, il y a plusieurs paramètres. Déjà, le cours du sous-jacent. Il est clair que si vous achetez un call Bank of America qui doit coter dans les 42-45 $ aujourd'hui, vous n'allez pas payer le même prix qu'une action Apple qui vaut peut-être 250. Okay, donc, le cours du sous-jacent va impacter très fortement le prix de l'option. Vous avez le prix d'exercice, le strike. On verra tout à l'heure dans le tableau suivant ce qu'on appelle donc à la monnaie ou dans la monnaie ou hors de la monnaie. Donc, le prix d'exercice va impacter très fortement le prix de la prime. Le temps restant jusqu'à l'échéance, c'est exactement comme pour votre contrat d'assurance. Si vous assurez pour 2 jours, vous paierez beaucoup moins cher votre contrat d'assurance que si vous assurez votre véhicule pour 1 an. Imaginons que vous assurez votre véhicule pour 1 an, ça vous coûte peut-être, je sais pas moi, 800 €, excusez-moi, je parle en dollars, ça vous coûte 800 €. Et si vous allez voir votre assureur pour vous dire, bah voilà, je ne veux juste assurer ma voiture que le week-end prochain, parce que le reste de la semaine, je bouge pas, et puis après, je pars en vacances pendant 1 an, etc. Et je veux utiliser ma voiture que 2 jours, il vous fera pas payer 800 € pour 2 jours d'assurance. Parce que la probabilité que vous ayez un accident sur 2 jours est quand même beaucoup plus faible que la probabilité d'avoir un accident sur 1 an d'assurance, par exemple. Également, dans le prix des contrats d'option, vous avez un paramètre extrêmement important qui est la volatilité, notamment la volatilité implicite, qui découle directement de la volatilité du marché qu'on appelle le VIX. C'est pour ça que quand vous faites des options, il y a des moments pour acheter des contrats d'options et il y a des moments pour vendre des contrats d'options. En gros, il vaut mieux acheter des options lorsque la volatilité est basse et il vaut mieux plutôt vendre des options lorsque la volatilité est relativement importante. Vous avez bien sûr les taux d'intérêt
sans risque qui impactent le prix des primes. Et puis, vous avez parfois également des dividendes. Quand vous avez une société qui distribue des dividendes, bah, ça impacte automatiquement les contrats d'option. Il faut savoir que les lettres grecques, alors le delta, le gamma, le θ et le vega, découlent directement des paramètres précédents, hein, puisqu'on va avoir de la valeur intrinsèque, de la valeur temps, etc. etc. Donc, le temps restant, c'est clairement le θ, donc c'est l'érosion du temps jusqu'à date d'échéance. L'érosion du temps, par exemple, ça va être l'ennemi de l'acheteur d'options, mais ça va être l'ami du vendeur d'options. Voilà. Bien sûr, le prix d'un contrat d'option varie en permanence puisque le cours du sous-jacent, il bouge tous les jours. La volatilité, elle bouge tous les jours. Le temps restant, il s'écoule au fur et à mesure. Donc, plus vous vous rapprochez de la date d'échéance, plus vous allez avoir de l'érosion par rapport au temps. Donc, vous n'aurez jamais le même prix du jour au lendemain sur une option. Okay, il suffit que le prix du sous-jacent monte ou baisse en fonction que vous ayez acheté ou vendu un call ou un put. Automatiquement, ça va impacter le prix du contrat d'option. Donc, le prix de l'option, c'est à l'instant T et bien sûr, il va varier jusqu'à la fin du contrat, c'est-à-dire jusqu'à la date d'échéance. Alors, petit tableau que je pourrais vous fournir si vous le souhaitez. Vous m'envoyez un email à Michael, donc michael @laboursesanstress.com et je pourrais vous envoyer donc ce tableau qui récapitule comment sera la prime d'option en fonction des calls ou des puts par rapport à son prix du sous-jacent. Ça peut paraître un peu compliqué, mais globalement, si vous avez donc un sous-jacent qui vaut 100 $, que vous achetiez, que vous vendiez un call ou un put, si vous le vendez ou l'achetez à 100 $, vous serez ce qu'on appelle à la monnaie ou at the money en anglais. Okay, donc là, on est sur le prix du cours du sous-jacent. Maintenant, prenons l'exemple tout simple vous achetez un call. Donc, le prix du sous-jacent vaut 100 $. Okay, vous achetez un call 70. Ça veut dire que vous avez le droit d'acheter à 70 puisque c'est ce que vous faites, enfin, c'est ce que vous avez le droit lorsque vous achetez un contrat call. OK. Maintenant, si vous voulez acheter un call 70 alors que le cours de l'action vaut 100 $, il est bien évident que le vendeur d'options en face va vous vendre au minimum le contrat d'option à 30 $. Puisque vous aurez le droit d'acheter à 70 ce qui vaut 100, vous allez au minimum le payer 30. Comme on dit à Wall Street, il n'y a pas de repas gratuit. Alors, le prix de l'option sera supérieur à 30 puisque, comme on l'a vu auparavant, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu dans le prix de l'option. Vous avez de la valeur temps, vous avez de la volatilité, etc., etc. Donc, il se peut que le contrat call 70 alors que le sous-jacent vaut 100 vaudra peut-être 35 ou, je sais pas, 38 $. Ça dépend de la volatilité. OK ? Maintenant, si le sous-jacent vaut 100 $ et que vous achetez le droit d'acheter à 120 $, okay, vous n'avez pas ce qu'on appelle de valeur intrinsèque dans le prix de l'option. Là, vous n'achetez que du temps. C'est-à-dire que vous allez acheter, si on prend l'exemple d'un achat de call 120 alors que le sous-jacent vaut 100 $, vous allez simplement acheter le temps pour avoir le droit d'acheter à 120 $, ce qui vaut 100 aujourd'hui. Vous pensez que le titre va exploser dans les mois à venir, mais vous ne voulez pas investir automatiquement aujourd'hui le fait d'acheter 100 actions à 100 $, puisque ça ferait 10 000 $ d'investissement immédiat pour peut-être avoir raison dans quelques temps. À ce moment-là, vous dites, moi, je pense que l'action va monter à 120 $ ou à 130 ou à 140 dans les 6 prochains mois. Au lieu de monopoliser 10 000 $ pour acheter 100 actions maintenant, je vais acheter un call 120 par exemple, et dès que l'action dépassera les 120, moi, j'aurai le droit de l'acheter à 120. Imaginons qu'elle monte à 130 par exemple, vous aurez le droit d'acheter à 120 ce qui vaut 130, vous gagnerez 10 $ par action, fois 100 actions, 1000 $. Okay, donc là, votre contrat vaudra beaucoup moins cher. Normalement, pour un contrat, si la valeur vaut 120, vous allez payer à peu près, donc là on va être sur 1000, vous allez payer peut-être 300, 400, 500 € le contrat, c'est-à-dire qu'en payant 500 € le contrat d'option call, vous allez avoir le droit de détenir 100 actions, X ou Y, hein, j'ai pas noté d'action, mais vous allez avoir le droit d'acheter donc 100 actions à 120 $, peu importe le prix au-dessus de 120 $. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je ne vais pas vous faire les côtés put, puisque les côtés call, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Les côtés put, il faut déjà comprendre les côtés call pour pouvoir avoir la gymnastique nécessaire pour ensuite comprendre le côté des puts qui est un petit peu moins naturel à la compréhension. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça?
Raphaël, il n'y a pas de questions par rapport au… Je ne vois pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant, ok. Bon. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir donc différentes stratégies que vous pouvez mettre en place. Donc avec la… Alors, ce sont des stratégies qui sont, comment on va dire, à risque limité, sauf bien sûr pour la vente de put à nu, qui est un risque, alors pas illimité, mais connu à l'avance, mais relativement important. Donc les trois stratégies que je vais vous proposer sont le covered call, le credit call spread et le credit put spread, qui sont des stratégies où vous avez zéro risque au niveau de l'option. Ok. Alors, si vous vous souvenez donc des définitions des contrats d'option, vendre un contrat d'option call vous oblige à vendre le sous-jacent à un cours précis, à une date future connue à l'avance, en cas d'assignation, et pour ça, vous recevez une prime en contrepartie de la vente du contrat. Okay. Dans le cadre d'un covered call, vous devez avoir les actions en portefeuille. Okay. N'allez jamais vendre un call à nu, c'est-à-dire sans avoir les actions en portefeuille, en collatéral, puisque vous allez être obligé de vendre des actions à un certain prix. Donc, il vaut mieux les avoir à un prix inférieur. Si, malheureusement, je prends un exemple, vous vendez un call 100 et que vous n'avez pas les actions en portefeuille et que, malheureusement, le cours explose et passe à 180, par exemple, vous allez devoir acheter à 180 des actions sur le marché pour les vendre à 100. Vous allez perdre 80 par action fois 100 actions égale 8 000 $. Okay. Mais si vous avez acheté des actions à, je sais pas moi, 70 $ auparavant, okay, vous avez des actions qui valent 70, vous vous engagez à les vendre à 100 $, le cours monte à 180, ok, vous avez perdu, vous avez un manque à gagner, mais vous allez quand même gagner 30 $ par action, donc 3 000 $, plus la prime que vous avez intégrée lors de la vente du contrat call. Alors, pour ça, je vais revenir sur… alors, je vais sortir d'ici. Je vais aller sur Stock Charts. Alors, où est-ce qu'il est? Il doit être ici. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez? Il faut que je me reconnecte. Donc là, j'étais parti sur CCL. Ah, ça charge. Bon. Voilà la plateforme. Le covered call. Alors, le covered call, c'était CCL. Ok, donc je vais taper ici CCL. Voilà. CCL. Carnival Corporation. Voilà. Donc, le covered call, en fin de compte, l'objectif, c'est de… alors, dans la stratégie qu'on appelle spéculative du covered call, c'est le fait de détenir 100 titres en portefeuille et d'essayer de les vendre le plus cher possible en récoltant une prime pour cela. Donc là, vous avez une belle action qui est bien haussière depuis maintenant plusieurs mois, qui est passée de quasiment 13 $ à 26, donc qui a fait plus 100% en l'espace de 4 mois. Vous êtes sur un beau trend de haussier, vous dites, voilà, moi j'aimerais bien récolter un petit peu de plus-value sur cette action, mais je ne veux pas la garder longtemps, puisque voilà, vu qu'elle monte pas mal, elle risque de baisser peut-être dans les 3-4 mois. Donc, ce que je veux faire, c'est profiter du momentum et récolter une prime pour cela. Donc, disons que le cours aujourd'hui est à 27 $. Alors, si vous n'avez pas les actions en portefeuille, okay, vous devez acheter 100 actions à 27 $ pour pouvoir les revendre après à un prix supérieur avec la vente du call. Mais si par bonheur, vous avez des actions CCL depuis pas mal de temps, autour des, je sais pas moi, 15, 16, 17 $, ça n'en sera que mieux. Imaginons qu'aujourd'hui, vous voulez faire une stratégie de covered call pour ce qu'on appelle aller chercher la prime du contrat call. Donc, vous avez l'obligation, dans ce cas présent, d'acheter des actions à 26,92 et vous vous dites, voilà, moi j'aimerais bien que autour des 28 $, si le cours monte à 28 $, pardon, si le cours monte à 28 $, je me débarrasse des actions, c'est-à-dire que j'aurais touché la différence entre 26,90 et 28, donc c'est-à-dire à peu près 110 $, plus la prime que je vais toucher pour la vente de call. Donc, je vous propose de aller voir ça directement sur les options. Donc là, imaginons que, donc là, on va acheter, okay, on va acheter donc 100 actions, comment ici, donc CCL. Donc je vais acheter 100 actions, voilà. Stock, donc ici je mets 100, voilà. Et donc j'achète donc 100 actions à 26,89. Voilà, je confirme, je crée mon ordre.
Et apparemment, l'ordre est placé et l'ordre a été déclenché. Donc là, j'ai bien, si je vais dans le compte, c'est account balance, je crois, comme transaction. Non, c'est l'onglet à côté de trade, voilà, account. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà, c'est celui-ci, pardon. Donc là, est-ce que j'ai les 100 actions en portefeuille? Voilà, tu as mis juste la chaîne d'options. Il faut que tu... Alors, comment faire? Je vais mettre CCL. Voilà. CCL, voilà, ici. On va mettre la chaîne d'options. OK. Donc là, où est-ce que je peux voir si le trade est passé ou pas? Retourne dans l'onglet trade. Ouais. À la place de account transaction, tu as un petit plus à côté, à droite de account transaction. C'est en bas à droite, tout en bas à droite, la fenêtre où il n'y a rien dedans. Ouais. Qui s'appelle account transaction. Tu as un petit plus à côté, tu cliques et tu cliques sur opposition. Voilà. Et c'est là où tu as tes positions ouvertes. OK. Attends, j'ai coupé mon téléphone parce que bien sûr, je pensais l'avoir coupé et bien sûr, je ne l'ai pas coupé. Hop. Voilà. Hop, c'est bon. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Alors, donc là, j'ai bien quantité délit pour call. Non, ça, c'est pas ça. Donc, j'attends les actions. Donc les actions, oui, a priori, c'était un ordre limite, il n'a pas dû être exécuté. OK. Comment je peux le modifier pour l'avoir en passant au marché? Alors, tu vas à nouveau, tu fais le petit plus à côté de position. On va rouvrir une autre fenêtre. Et tu cliques sur Order. OK. Et là, tu devrais avoir... C'était quoi? C'était sur CCL, la position? Ouais, c'est ça, c'est Buy to Cover. Tu avais fait un ordre... limite. Donc ça bouge pas. Donc c'est normal, si c'est pas exécuté, c'est que c'est en cours. Parce que tu souhaites l'exécuter au marché, par exemple. Alors, il faut faire pour cela. Attends, je vais faire juste un petit test. Alors, j'ai plus l'habitude d'utiliser la TWS que la plateforme FreeStocks, pardon. Donc, tu vas faire un clic droit sur la ligne CCL et tu cliques sur... Ah bah je crois que ça n'a pas été exécuté là? Analyze order history, opposite order. J'ai l'impression que ça a été exécuté. Si tu vas dans l'onglet position. Excusez-moi une seconde. Ouais. Hop, pardon. Hop, devant. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir du principe qu'on a acheté les 100 actions à 26,89. OK. Et je vous propose maintenant de voir un peu au niveau des options, comment on va mettre en place les options. Donc là, j'ouvre ici Option Chain, donc la chaîne d'options. Voilà. Donc je suis bien sur CCL. Option Chain. Hop, je vais réduire ça. Ici, voilà. Et donc ici, je vais passer sur Single. Hop, CCL. OK. Alors là, il va falloir choisir maintenant la date d'échéance. Bon, on va se dire que l'action est à 26,90, on voudrait la vendre à 28. Donc, on va se laisser à peu près un mois pour réaliser cette stratégie. Donc là, on va choisir la prochaine date d'échéance. Hop, donc échéance. Alors là, on va être sur janvier. Je vous propose toujours, enfin, je vous invite toujours, si dans la mesure du possible, de choisir des options mensuelles. Donc, c'est le 3e vendredi de chaque mois. Donc là, vous avez des échéances en weekly. Donc moi, ce que je vous invite à faire, normalement, il y a plus de volume au niveau des échéances mensuelles. Donc c'est là, ça serait de choisir, par exemple, le 17 janvier. Donc là, je choisis le 17 janvier. Donc vous avez ici la colonne des calls, ici la colonne des puts.
Alors, c'est toujours pareil, hein, sur n'importe quelle chaîne d'options, vous aurez à gauche les calls et vous aurez à droite, vous aurez les puts. Donc, on décide d'aller vendre. Donc, on avait dit à 28. OK, donc à 28, on va aller vendre un call. Donc, la colonne des calls étant ici à gauche. Je clique sur 28 et donc là, je vais sell parce que je vais vendre un call. OK, donc j'appuie ici sur 1,17. Donc là, je suis bien sur Sell to Open. Donc là, je vais bien vendre pour ouvrir un contrat, hein, puisque le contrat pour l'instant n'existe pas. Donc je vais vendre un contrat d'option et pour l'ouvrir, ok, et lors de l'assignation, ben, il se fermera tout seul, ok. Mais là, on est bien sur acheter quelque chose pour ouvrir le contrat d'option. Donc j'ai bien donc une expiration du 17 janvier, j'ai bien un strike 28, je suis bien sur un call et au niveau du prix aujourd'hui, j'ai un prix qui se situe entre 1,16 et 1,19 $. Ça, c'est ce qu'on appelle le spread. Ok. Globalement, l'objectif, c'est quand même de vendre le plus cher possible le contrat call. Ok. Donc là, on peut estimer que, entre 117 et 118, on pourrait, à mon avis, avoir le contrat en notre possession. Bon, on veut quasiment être sûr. Ah oui, donc là, ça bouge en même temps. Vous voyez les spreads, donc ça bouge ici en direct. On va essayer 117, par exemple. Voilà. Donc voilà, on va gagner $1. Bah, écoutez, $1, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Si vous faites 150 ou 200 transactions à l'année, eh ben, ça fait 150 ou 200 $ à rien faire, juste à essayer d'aller gratter $1 de temps en temps. Voilà, donc là, je confirme mon ordre. OK, 117. Donc l'ordre a été placé. Voilà, donc 115, 119. Donc là, si je retourne dans Account. Oui. Bon, non, là, supprime la fenêtre qui est tout à droite. Tu vois, là, tu es sur la chaîne d'options. Tu vois cette fenêtre, il y a un truc tout à droite, une croix tout à droite de la chaîne d'options. Tout à droite. Ouais, celle-ci. Parce que tu l'as déjà, cette chaîne d'options. Okay. Voilà. Et là, le mieux, c'est que retourne maintenant dans Trade. Parce que là, ah oui, ok, tu as mis ton truc en plein écran. Si tu mets ton truc en plein écran, dans ce cas, ce qu'il faut que tu fasses. Attends. Tu veux voir si ta position elle est ouverte, hein, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, ouais. Eh bien, j'ai l'impression en fait à chaque fois supprimer. Clique sur pareil, clique sur le petit plus à côté d'option chaîne et tu cliques sur position, order. Donc là, c'est ta position CCL. Je ne sais pas si non, c'est pas de celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, puisque celle-ci, je l'ai faite ce matin en démo. Eh bien, reclique sur le petit plus et va sur order. Voilà, donc c'est en cours. Voilà, donc c'est en cours. Ici, 1,17, c'est en cours. Working, apparemment, c'est en cours. Voilà. OK. Ça veut dire que une fois que le contrat sera passé sur le marché, alors après, si vraiment vous voulez avoir le contrat, vous pouvez peut-être modifier le prix sur un 16. Donc, il faut regarder, parce que vous avez vu que ça bouge quand même pas mal entre un 15, un 14, un 12, etc. Bon, là, on essaie d'aller gratter $1, mais après, il y a toujours moyen d'aller modifier le prix. Si vraiment vous voulez absolument avoir le call maintenant, vous avez déjà les actions en portefeuille, donc c'est pas bien grave si le call, vous l'avez pas tout de suite, mais vous pouvez toujours modifier le prix à un 14, un 15, un 16, etc. si vraiment vous voulez avoir le contrat call jusqu'à maintenant. Donc, pour récapituler, vous avez acheté des actions à 26,90, OK, que vous allez vendre à 28 si bien sûr le cours est au-dessus de 28 au 17 janvier. Donc, dans ce cas-là, vous allez gagner la différence entre 26,90 et 28, c'est-à-dire $110, plus 117 $ de primes que vous avez reçues. Donc, imaginez simplement que sans les options, si vous décidez de faire une vente, vous avez simplement des actions en portefeuille et vous décidez de faire une vente. Voilà, donc le contrat est passé. Voilà, donc 117, ça y est, c'est passé. Donc, voilà. Donc là, le bénéfice au 17 janvier, si l'action est au-dessus de 28, vous aurez donc 117 $ de prime que vous avez reçu et vous aurez la différence entre, alors c'est pas 26,90, c'est 26,88. Vous aurez la différence entre 28 et 26,88, soit 112 $. Voilà. Donc, si vous faites ça uniquement avec des actions, c'est-à-dire que vous achetez 100 actions et vous mettez un ordre de vente
par exemple à 28 parce que vous voulez vous en débarrasser à 28, vous n'allez toucher que la différence entre les 28 et les 26,88. En utilisant un contrat d'option, vous allez faire exactement la même opération, sauf que là, vous allez doubler votre plus-value, puisque d'un côté, vous allez toucher 112 $ et de l'autre, vous allez toucher 112 plus 117 de prime de call que vous avez encaissé. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec le cover call, de vous débarrasser de vos actions que vous avez en portefeuille et en plus d'être payé pour ça. Donc là, simplement sur cette simple position, on va doubler la plus-value que vous feriez simplement avec une vente d'actions à un prix limite. Voilà. Donc vous voyez que simplement, si vous ne deviez retenir qu'une seule stratégie au niveau des options, bah, celle-ci serait la plus simple, puisque vous n'avez aucun risque au niveau de l'option. Imaginons que le cours sous-jacent finisse à 27,90 par exemple. Vu que vous avez, vous, l'obligation de les vendre à 28, à 27,90, vous allez donc garder les actions en portefeuille. Votre contrat le 17 janvier sera caduc. Bah, rien ne vous empêche le lundi, donc on sera le 20, rien ne vous empêche le 20 janvier de repasser un autre contrat call à échéance mi-février. Alors, si le cours est à 27,90, eh ben, pourquoi pas vendre cette fois-ci un contrat call 29 ou 30, par exemple, ok. Et vous vous engagez à vendre vos actions à 29 $ au, je sais pas, ça va être le 17 ou le 18 février ou quelque chose comme ça. Et si le cours est au-dessus de 29 au mois de février, ben, vous vendrez vos actions, donc là que vous aurez acheté 26,88 jusqu'à 29, là ben, vous augmenterez donc de 100 $ votre plus-value par rapport à votre call du mois de janvier, et vous retoucherez une deuxième prime d'option. Imaginons que vous touchiez, je ne sais pas moi, 80 $ de prime d'option, ben, vous aurez touché en totalité 117 plus 80, donc 197 $ de prime d'option, et vous aurez vendu vos actions entre 26,88 et 29 $, soit 212 $ de bénéfices. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle rouler les positions. Mais vous voyez que le cover call, aujourd'hui, sur des situations où le marché est haussier, bah, ça permet d'aller chercher de la prime au niveau de l'option et également au niveau de la hausse du sous-jacent. Voilà. Donc, vous allez simplement augmenter très fortement votre rendement uniquement en vendant des calls, alors que si vous mettez simplement des ventes stop, bah, vous n'aurez jamais le bénéfice des ventes de calls. Est-ce que cette stratégie est claire pour tout le monde? En attendant, ouais, je sais pas si tu as accepté. Ouais, j'ai accepté, ouais, ça marche. Ok, parce que je vais refaire un petit point. Donc, je vais remettre les choses. Alors, il y a une modifié un peu la question. plateforme en cliquant un peu partout ce matin en faisant les essais, ouais. Ouais, non, mais t'inquiète, on va se remettre à zéro, ce sera le plus simple. Donc, le Il y a une cover call, c'est question qui est. super simple. Pardon? Vas-y, vas-y. Ouais, la question c'est quand on vend une option, donc tu dis qu'on Oui, prend une prime. oui. Et la question c'est, je reçois la prime, est-ce que je peux clôturer ma position tout de suite une fois que j'ai pris ma prime? Et non. C'est-à-dire que, bah non, ce serait trop simple. Il y a un petit malin là quand même. Mais non, puisque vous avez une obligation, vous avez un contrat dans les mains quand même. Vous avez vendu un contrat. En gros, c'est comme si vous étiez donc assureur de voiture. Ok, on va prendre l'exemple de la vente de put. Vous vendez un contrat d'assurance, vous récoltez, je sais pas moi, 800 € que vous avez pris au client. Et puis vous lui dites après, bon bah merci, c'est sympa, je prends les 800 €, mais par contre j'annule le contrat. Je pense pas qu'il soit d'accord. Donc non, vous avez une obligation jusqu'à la date d'échéance ou à l'assignation. Ok, donc le vendeur d'options doit aller jusqu'au bout. Il doit aller. S'il a signé avant, bah, il a l'obligation de délivrer les titres quand l'acheteur bah, lui impose de lui livrer les actions. Okay, mais si effectivement il n'y a pas d'obligation entre deux, eh ben, il faut attendre effectivement la date d'échéance. Maintenant, on peut aussi racheter un contrat qu'on a vendu. Ça, c'est aussi une possibilité. Ça, en expliquant en formation comment on peut effectivement garder une partie de la prime. On n'a pas touché 100% de la totalité de la prime, puisqu'on va être obligé de la racheter à un certain prix, mais ça permet de dégager de la marge, etc. Enfin, ça, ce sont des concepts voilà, un petit peu plus complexes qu'on aborde pendant les formations. D'accord. C'est bon? C'est bon. Ça marche. Je vous propose de passer au credit spread. Alors, je vais revenir ici.
Hop. Alors, les crédits spread, je vais passer là, je vais passer en plein écran. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Alors, au niveau des... est-ce que c'est bien la bonne diapositive? Je n'ai pas été trop loin. Non, c'est bon. Donc là, je vous propose d'aller voir donc, les crédits call et les crédits put spread. Alors, crédit, ça veut dire que vous allez toucher... Oui, ma souris est là. Oh, voilà. C'est-à-dire que vous allez toucher de l'argent pour mettre en place ces stratégies. Donc, ce sont des stratégies créditrices. Vous allez encaisser de l'argent. Donc, un crédit call spread est une stratégie créditrice. Donc, vous allez encaisser des primes d'options issues de la vente d'un call et d'un achat de call plus OTM, donc ce qu'on appelle un achat de protection. En gros, on va vendre un call 50 et vous allez acheter un call 52 de protection. Okay, donc là, ce genre de stratégie, vous n'avez pas besoin d'avoir les actions en portefeuille. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher de la prime en sachant que si effectivement le cours dépasse les $50, là, vous allez être perdant sur la stratégie. Donc, on a plutôt une vue baissière du sous-jacent puisque l'objectif, c'est que le cours n'atteigne pas, dans le cas précis, les $50. La perte maximum, c'est la différence des deux strikes moins la prime que vous avez reçue. Imaginons que vous recevez une prime de, je sais pas moi, $50 pour faire, on va dire $60. La perte maximum sera de 50 jusqu'à 52, c'est-à-dire $2 fois 100, $200, moins les $60 que vous allez toucher. Donc, vous aurez une perte maximum, si le cours dépasse les $52, de $140. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur le graphe donc de Bank of America pour vous montrer comment fonctionne la prise de position. Alors, je reviens ici. J'ai deux écrans, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué à gérer en même temps. Il faut que je retrouve où est-ce qu'il est. Hop, voilà, ici. Voilà. Donc là, on est sur Bank of America. Et puis, le cours semble baisser pour l'instant. Donc là, on est dans une stratégie donc baissière du sous-jacent. Donc là, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est, voilà, on pense que le cours est autour des 47, $48. Bon, il est monté à 48, 15, etc. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est aller chercher une prime d'option, donc aller gratter une prime, en se disant que, voilà, je ne pense pas que le cours puisse passer au-dessus de $50. OK? Donc, on peut aller tracer ça sur le graphe, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut, je vais clôturer ça ici. Essayer d'agrandir un petit peu le graphe. Voilà. Donc, je vais agrandir un peu le graphe. Voilà. Hop, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que le cours de Bank of America est quand même relativement stable entre les 46 et les 48, OK, quand même depuis pas mal de temps. Est-ce qu'on peut passer on est en quoi? On est en journalier, là? On est en journalier, ouais. OK, ça marche. En 15 minutes. On est en 15 minutes, là, ouais. Ouais, je vais essayer de passer en daily, ça sera plus simple. Parce que là, voilà. Vous voyez, bon, le cours de Bank of America donc, monte pas mal. Puis bon, là, il a quand même jamais dépassé les 47, enfin les 48. Donc là, l'objectif, c'est de dire, OK, là, je pense que dans le mois qui vient, ça va pas dépasser les 50, mais vu que j'en suis pas sûr, je vais quand même me protéger par rapport à la stratégie. Donc là, je vais, par exemple, ici, tracer une ligne. Hop, voilà, price. Donc, on va dire 50, à peu près ici. Voilà, 50. Voilà, 50. Je trace une deuxième ligne à 52. Donc là, c'est simplement pour visualiser la stratégie. Hein. Ça, on ne le fait pas normalement, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Et on va dire autour des 52. Alors, pas super précis. Hop, évidemment, ça bouge beaucoup. Voilà, 52,10. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que pendant le mois qui arrive, je pense que le cours n'ira pas au-dessus de 50, mais vu que j'en suis pas super certain, je vais m'acheter une protection à 52. Donc là, on est sur une stratégie où le sous-jacent va rester en dessous de 50 pour gagner un maximum de primes. OK? Donc là, je vais dans les options. Donc je rentre ici donc dans la chaîne d'options. Donc option chain. OK? Donc ça, je vais le fermer ici. Donc souvenez-vous, donc on va vendre un call 50 et on va acheter un call 52 de protection. OK? Donc je ferme ici le graphe. Ça sera plus simple pour le. Hop, voilà, ici, pour la chaîne d'options. Donc là, on a bien les calls, on a bien les puts. Là, j'ai deux chaînes de. Comment ça se fait que j'ai chaîne d'options ici? Hop, je vais fermer celle-ci. Voilà. Alors, on va faire ce qu'on appelle un vertical spread, hein, puisqu'on va vendre un call et on va acheter un call. Donc, on est sur deux actions.
vu qu'on est sur la même date d'échéance, on appelle ça un vertical spread. Si vous décalez les dates d'échéance entre l'achat et la vente, c'est ce qu'on appelle un calendar, mais là, on va sur des concepts un petit peu plus importants. Donc ici, on va sélectionner. Donc là, ici, ça va de 1 en 1 au niveau des stratégies. Donc là, on a dit qu'on passait de 50 à 52. OK, donc là, on va mettre 2 ici pour avoir un pas de 2 entre le call acheté, entre le call vendu et le call acheté. Donc là, on a bien ici 50-52. Donc là, alors, au niveau de la date d'échéance, on n'est pas bon puisque là, on est très, très proche. Et on va se dire qu'on se laisse également, allez, on se laisse 2 mois pour voir si on a raison. Le cours est à combien? 40, 47, 50? Ouais, ça fait quelques pourcents quand même. Allez, on se dit que pendant les 2 prochains mois, donc ça, bien sûr, il faut faire une analyse graphique. Là, c'est juste un exemple. Là, je prends, là, il ne faut pas copier ce que je suis en train de faire. C'est juste pour l'exemple, pour vous montrer comment on met en place ces stratégies. OK? Donc, n'allez pas me faire demain une vente de covered call, une vente de credit call spread 50-52 sur Bank of America. On est bien d'accord. OK? Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit qu'on n'a pas de pas de 2, mais qu'on a des pas de 5 ici. Bon, on va changer, on va se mettre en 1. Et on ira changer après, de toute façon, on est où? On est ici. Donc 52, 52, 52, 5. Voilà, donc voilà. Donc globalement, on nous offre un pas de 2,5. Donc apparemment, le strike 52 n'existe pas, mais il y a le pas 52,5. C'est pas grave, on va vendre 50 et on va acheter 52,5. On va augmenter un petit peu le risque, mais en contrepartie, on touchera une prime un peu plus importante. Donc ici, j'ai bien un achat de call 50 et une vente de call 50, pardon, et un achat de call 52,5. Donc le prix est entre 51 et 54 cents par action. Rappelez-vous qu'on multiplie par 100. Donc en gros, en vendant cette stratégie, on va toucher entre 51 et 54 $. Donc là, ici, on est bien sur sell puisque on vend la stratégie, d'accord, puisqu'on va créditer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer d'augmenter un petit peu ici. Est-ce que je peux agrandir? J'aimerais bien remonter un peu. Voilà. Ici. Donc, j'ai bien l'action ici, Bank of America. Je suis bien sur un vertical spread. Donc là, je vends pour ouvrir le contrat, ouvrir la stratégie. OK, donc là, j'ai bien, vu que je vends, j'ai moins. Ici, c'est toujours comme ça. Quand vous allez vendre des options, vous avez toujours moins 1, moins 2, ça dépend du nombre de contrats. Quand vous vendez, quand vous achetez, vous avez du positif. Quand vous achetez, vous avez du positif. Et quand vous vendez, vous avez toujours un signe négatif devant le nombre du contrat d'option que vous allez vendre. Donc ici, on est bien au 21 février. J'ai bien un strike où je vais vendre mon call pour 50 et je vais acheter une protection à 52. OK. Et puis là, ça me dit que le prix moyen, il est autour des 53. Bon, 51, 54, on est plutôt plus proche des 52. OK. Voilà, donc je monte ici à 52 et je confirme mon ordre. Voilà. Donc, si vous avez bien suivi, je vais vous poser une petite question. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit sur la perte maximum. Aujourd'hui, la perte maximum que représente cette stratégie, si par exemple, Bank of America devait être autour des 55, imaginons que l'action a explosé, OK, le cours monte à 55 au 21 février. Est-ce que vous êtes capable de me donner la perte maximum, puisque je vous rappelle que normalement dans cette stratégie, on veut que le sous-jacent soit en dessous de 50 au 21 février. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le sous-jacent est au-dessus de 52,5 à 55 par exemple au 21 février? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner la perte maximum que peut engendrer cette stratégie si malheureusement on a tort sur la direction du cours de Bank of America? Allez, je vous donne un petit indice. La perte maximum, c'est la différence des deux strikes. Donc, je vous laisse calculer les différences entre 50 et 52,5. Ça paraît bien compliqué. Moins la prime que vous avez reçue. Donc, en gros, 50 moins 52,5, vous allez perdre 2,50 $. C'est votre perte maximum, auquel il faut soustraire la prime que vous avez reçue, c'est-à-dire 53 cents. Donc, 2,50 $ moins 53 cents, 1,97 $ fois 100 actions. Vous pouvez perdre au maximum sur cette stratégie 197 $ si le cours de Bank of America est au-dessus de 52,5 au 21 février. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Bank of America est en dessous
de 50 au 21 février, à 49,50 par exemple. Combien vous allez gagner sur cette stratégie? Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Alors, j'attends un peu. Il y a eu des réponses pour tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des bonnes réponses pour tout à l'heure déjà? Bah, il y a eu réponse, il y a eu 100, 250, 2,5, 200. 200, ouais, 200, ouais, c'était 197, donc 200, effectivement, je pense que la personne qui a mis 200 a très bien compris le principe. Okay. Après, effectivement, on n'était pas à 2 $ près. Okay. Bah là, simplement, si le prix de Bank of America est en dessous de 50 $ au 21 février, et ben là, votre stratégie n'est pas déclenchée et vous touchez la prime que vous avez reçue, c'est-à-dire 53 $. 53 $. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, on est vraiment dans une vue baissière de Bank of America ou stagnante, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça monte de trop. Donc, si ça baisse, bah, c'est très bien. Si ça stagne autour des 47 $, bah, c'est super, puisque ça ne monte pas à 50. Et vous pouvez néanmoins être légèrement haussier sur la stratégie, c'est-à-dire que, en gros, vous pouvez avoir raison, même si le cours monte jusqu'à 49,99, on est bien d'accord, bah, vous pouvez toujours avoir raison. Donc, en gros, si le cours descend, vous avez raison. Si le cours stagne, vous avez raison. Et si le cours monte, mais pas trop, vous avez encore raison. C'est-à-dire que vous allez toucher votre prime de 52 ou 53 $. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce que je veux simplement vous faire toucher du doigt avec cette stratégie, c'est que vous ayez, comment je peux expliquer ça? Quand vous achetez une action, pour gagner de l'argent, vous êtes obligé d'avoir raison, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir un sous-jacent qui va monter. Vous achetez une action qui vaut 50 $, vous ne commencerez à être gagnant que lorsque l'action sera au-dessus de 50 $ 0,1, 0,2, 0,3, 51, 52, etc., etc. Vous êtes dans l'obligation d'avoir raison sur la direction du cours. Simplement avec ce genre de stratégie, donc les vertical spread, call ou put, ok, ça dépend la vision du sous-jacent. Mais là, imaginons que vous avez une vision plutôt baissière du sous-jacent. Bah, si ça baisse, vous avez raison. Si ça stagne, vous avez raison. Et si ça monte, mais pas trop, vous avez également raison. C'est-à-dire que bah, vous pouvez vous tromper de quelques pourcents sur la direction du cours pour quand même avoir raison. Alors qu'avec un achat d'actions, vous êtes obligé d'avoir raison dans la direction haussière du sous-jacent. Donc c'est pour ça qu'on améliore les probabilités avec les options, puisque ben, là, globalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir raison. Vous pouvez avoir tort, ce n'est pas un problème. Si le cours ne monte, mais pas trop, vous aurez quand même, alors bien sûr, le gain sera un peu moins important, hein, vous aurez peut-être que là que 52 $ de profit, mais au moins vous mettez les probabilités de votre côté. Et si vous mettez 90% de probabilité que ça se passe bien pour vous à chaque fois, ben, vous allez toucher sur 100, j'extrapole, mais sur 100 opérations, sur 100 opérations, pardon, vous allez toucher ben, peut-être 90 fois 52 $, et puis ben, vous allez perdre ben, une fois 140, etc. etc. Voilà. Okay. Donc simplement, ce qu'il faut comprendre avec les options, ce n'est qu'une histoire de probabilité. Lorsque vous achetez une action, vous n'avez pas une chance sur 2, vous avez une chance sur 3, puisque bah, vous achetez l'action 50, bah, si elle monte, vous êtes gagnant. Si l'action reste pendant, alors elle monte, elle descend, etc., puis au bout de 2 ans, elle est toujours à 50, bah, vous n'avez rien gagné, vous avez même perdu de l'argent puisque l'inflation bah, vous a rogné une partie de votre portefeuille. Et si l'action descend, bah, vous avez de toute façon une perte, puisque si l'action vaut 48, alors que vous l'avez acheté 50, vous perdez 2 $. Donc avec un achat d'action, vous êtes obligé d'avoir raison. Avec les options, vous avez des stratégies, notamment les vertical spread, où vous pouvez ben voilà, ne pas nécessairement avoir raison sur la direction du cours, mais pour autant gagner des primes. Alors, certes, un petit peu moins importantes, mais vous gagnez souvent des petites primes. Voilà. Je prends souvent l'analogie que j'utilise en formation, notamment au niveau des ventes de put. C'est-à-dire que voilà, dans les années 1800, pendant la ruée vers l'or dans l'Ouest américain, bah, vous aviez des personnes qui creusaient toute la journée dans les mines, etc. Donc, bah, qui achetaient des pelles, des pioches, etc. Et qui, voilà, de temps en temps, il y en a un qui trouvait un filon, bah, il devient millionnaire. Ok, mais à côté de ça, vous avez des millions et des millions de gars bah, qui tapaient la roche tous les jours. Et alors effectivement, de temps en temps, bah, il y avait un gars qui sortait une pépite, et puis voilà, c'était la fête au village, il était content, il gagnait plein d'argent, etc. Mais c'était une quantité vraiment restreinte de personnes qui devenaient riches en cherchant de l'or. Par contre, à côté de ça, vous avez bah, le drugstore
qui lui vendait les pelles, vendait les pioches, vendait les pantalons, les jeans, les tentes, etc. Alors, il les vendait peut-être pas cher, ces pioches, mais il en vendait des dizaines et des dizaines par jour. Donc maintenant, à vous de savoir si vous voulez être vendeur de pioches, pas cher, mais vous êtes sûr d'en vendre 100, 150 par jour, ou si vous voulez acheter la pioche et puis aller creuser la montagne, en sachant que la probabilité de gain est quand même relativement restreinte. Elle est plus importante si vous trouvez des belles pépites, mais en termes de probabilité de gain, c'est assez restreint. Voilà un peu à quoi je compare les options par rapport aux actions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette stratégie de credit call spread? Les 53 $ dont tu parles, ça c'est une question. C'est le delta entre la prime qu'on touche sur la vente et la prime qu'on paye sur l'achat. Exact, c'est ça. Donc là, on voit pas le. Alors, si vous avez donc là, en fin de compte, avec la plateforme, vous avez ce qu'on appelle le combo directement. OK? Mais après, vous pouvez le faire manuellement, option par option. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous dites, voilà, je vais vendre l'option Strike 50. OK? Et une fois que j'ai vendu ça, derrière, je repasse un autre ordre, donc sur une autre option, où là, je vais acheter à la même date d'échéance l'option à 52,5. Mais là, l'avantage avec la plateforme, c'est qu'en cliquant sur vertical, ça vous crée le combo directement. Donc, vous n'avez pas d'un côté avant et de l'autre côté acheter, ça vous le fait automatiquement. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper au niveau des dates d'échéance, au niveau du strike, etc. Donc, en gros, là, ça vous mâche le travail. C'est bon? Gérald nous demande combien de jambes maximum on peut trader sur la plateforme. Bon, je crois que c'est assez, c'est pas Alors, infini, normalement, mais je crois qu'on peut faire plein. donc, en gros, il y a 3 sortes de stratégies. Vous avez les stratégies simples avec une option, donc achat, vente, call, put. Vous avez ce qu'on appelle les vertical spread, qui peut être en débit ou en crédit, donc comme je vous le montre là. Donc là, c'est le fait, soit d'un côté, de vendre et d'acheter, ou en débit, on va acheter et vendre derrière. Donc là, on est sur une stratégie à 2 pattes. Après, on a toutes les stratégies, genre Butterfly, Iron Condor, etc., où là, en gros, on va additionner 2 spreads. Donc, on va faire 2 fois 2 spreads, donc 4 options, pour avoir des Iron Condor, des Iron Butterfly, etc., etc., etc. Alors, le problème, c'est que, vous n'avez pas ce problème-là sur la plateforme FreeStocks, puisque les frais vous n'avez pas de frais de courtage. Mais quand vous êtes sur certaines plateformes, notamment sur eBay, vous avez des frais de courtage. Le problème, c'est que vous payez 4 commissions à l'aller et vous payez 4 commissions au retour, si bien sûr vous débouclez la position avant la date d'échéance. Alors, petit tip que je vous donne, que je donne en formation, mais voilà, là je vais vous le donner aujourd'hui. Ne gardez jamais un spread, OK, credit call, etc., credit put. Ne gardez jamais un spread jusqu'à la date d'échéance. Il vaut mieux clôturer, ne serait-ce dans la journée de date d'expiration. OK, donc vous clôturez, peut-être que le profit sera un petit peu moins important puisque vous devrez racheter la position que vous avez vendue. Imaginons que vous avez vendu pour 52 $ et que le jour d'assignation, ça se passe bien, le sous-jacent il est à 48, donc le contrat il vaut plus rien, mais il est préférable d'aller racheter le contrat pour 1 ou 2 $ pour être sûr de s'en débarrasser plutôt que de le garder en portefeuille, puisqu'on a déjà vu des cas où, notamment quand le prix du sous-jacent est très très proche de l'un des 2 strikes, vous pouvez être déclenché d'un côté et pas de l'autre. Et on a vu un gars aux États-Unis qui avait perdu, je crois, c'était 250 000 $ parce qu'il n'avait pas débouclé sa position avant l'échéance. Et le prix est arrivé juste au niveau d'un des 2 strikes. Enfin, c'était une catastrophe. Je crois même que c'était un jeune, je crois même qu'il s'est suicidé d'ailleurs, tellement il avait pris de dettes. Donc, petit tips, lorsque vous faites des vertical spread, donc credit call, credit put, etc. Enfin, après, ou des débits, c'est un peu moins important, mais notamment sur les credit call et credit put. Sur les credit put, clôturez toujours votre position avant la date d'échéance, quitte à perdre 2 ou 3 $, mais au moins vous aurez l'esprit tranquille. D'ailleurs, en gros, on conseille une fois que vous avez touché 50, 60, 70% de gains, vous rachetez votre position. C'est-à-dire que là, en gros, sur 50 $, une fois que le contrat, puisque l'action est restée autour des 48, 49, n'est pas monté à 50, peut-être que le contrat ne vaudra plus que, je ne sais pas moi, 10 $ par exemple. Vous rachetez votre contrat 10 $. Alors, vous n'aurez pas effectivement 52 $ de profit, mais que 42, mais au moins, vous n'aurez plus de risque à prendre par rapport au marché. Parce que rappelez-vous que dans la bourse, la seule chose que vous maîtrisez, c'est le risque.
vous ne maîtrisez jamais les gains. Est-ce que c'est bon? Ça m'a l'air tout bon, je n'ai pas d'autres questions, donc on Bon, peut bah, conclure là-dessus. Je vais passer sur le petit frère du credit call qui est le credit put. Voilà, donc je vais revenir sur la partie. Voilà. Alors, je vais prendre ça ici, je vais mettre ça en grand écran. Je vais l'afficher ici. Hop. Voilà. Donc, le credit put spread, bah, c'est la même chose que le credit call, sauf que c'est à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une stratégie toujours créditrice, c'est-à-dire que vous allez toucher de l'argent pour mettre en place cette stratégie sur le marché. Donc là, on va vendre un put, hein, mais vu que c'est dangereux, enfin dangereux, c'est réputé comme être dangereux de vendre un put à nu, comme de vendre un call à nu. Hein. Alors ça, par contre, ça, je reviens sur le call. Ne vendez jamais de call à nu, c'est-à-dire sans avoir les actions en portefeuille ou d'acheter un call de protection. Bah là, c'est un petit peu pareil, sauf que là, le risque est limité. Vous avez moins de risques à vendre un put à nu que de vendre un call à nu. Voilà. Il y a un hedge fund il y a quelques années qui a coulé parce que les gars avaient vendu des calls à nu sur le gaz qui a explosé et ils ont ruiné tous leurs clients. Ça a coûté 168 millions de dollars à leurs clients qui en plus ont dû remettre de l'argent au bout parce que les gars ont tout cramé. Donc, même les hedge funds font ce genre de conneries. Donc, s'il vous plaît, ne vendez jamais de call à nu ou de put à nu si vous ne maîtrisez pas les stratégies. Donc, dans cette stratégie, on va vendre un put et on va acheter un put de protection, donc plus bas. Okay, donc là, je prends l'exemple d'une société qui s'appelle Mara, qui est dans les crypto-monnaies, je crois. Donc, on décide de vendre un put 18 et vu qu'on veut se protéger, puisque là, vous avez l'obligation d'acheter les actions si le cours est en dessous de 18, mais on ne veut pas les acheter trop bas non plus. Donc, on achète un put de protection à 15. Okay, donc là, clairement, tout à l'heure, on était sur une vision plutôt baissière du sous-jacent. Là, on va être sur une vue haussière du sous-jacent. La perte massif, c'est exactement la même chose. Vous avez la différence des deux strikes, moins la prime que vous avez reçue. Là, ça ne change pas, c'est exactement le même principe. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur donc, la plateforme et de repasser sur, donc cette fois-ci, on va passer sur Mara. Hop, voilà. Mara. Ici, voilà, Mara Holding. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'avais ouvert TradingView, ça va être plus simple. Hop, j'ai ouvert TradingView, ça sera plus simple pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Hop, Mara, on va ici, Mara. C'est simplement parce que j'ai plus l'habitude avec cette plateforme. Donc là, si je passe sur Mara, on est bon? Vous voyez mon graphe? Très bien. Ok, ça marche. Donc là, on est sur une valeur qui monte. Hein, on est quand même passé de 13 à 27. Donc, on a fait quasiment 100% en l'espace de 3 mois. Bon, c'est lié au Bitcoin. Donc, vu que le Bitcoin est à plus de 100 000, il est tout à fait normal que ça monte. Puis là, vous pensez que les crypto-monnaies vont encore monter puisque Trump arrive, puisqu'il est pro crypto-monnaie, etc. Enfin, vous faites votre propre analyse et vous pensez que Mara va encore augmenter. Et vu que là, on est sur une vue haussière du sous-jacent, on pourrait tout à fait, pourquoi pas, aller vendre un crédit put spread. Donc, on se dit que voilà, à 18 $, ce serait pas mal. Donc, je vais remonter un peu le prix ici, à 18 $. Voilà. Donc, tant que le cours est au-dessus de 18 $, on est protégé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vu que c'est de la crypto-monnaie, ça peut être un petit peu sensible à la volatilité et on voudrait se protéger en achetant un put. On avait dit tout à l'heure 15 à peu près, hein, c'était ça. Donc, 15, on est là. Hop, 15,88, 15,02. Voilà. Je vais mettre à 15. Hop. Voilà. Donc, ça veut dire que graphiquement, sur cette stratégie, tant que le cours de Mara reste au-dessus de 18 $, écoutez, on va prendre le maximum de primes. Et puis, si jamais le cours descend en dessous de 15 $, ça veut dire que là, on aura l'obligation d'acheter les actions à 18 $. Mais si elles valent 12 $, vous voyez bien que ça fait une grosse perte puisque vous allez devoir racheter à 18 ce qu'il faut 12. Vous allez perdre 6 $ par action fois 100 actions, 600 $. Okay, là, le fait d'acheter un put de protection fait que là, effectivement, vous aurez l'obligation d'acheter les actions à 18 $. Mais là, vu que vous êtes acheteur de call sur cette deuxième patte, vous aurez la possibilité de les vendre à 15. Donc, vous limitez votre perte entre 18 et 15, c'est-à-dire 300 $, moins la prime que vous allez toucher pour avoir cette stratégie en marche. Donc là, on va repartir sur ici, go back, je vais éteindre ici, create order, donc ça on va le faire ici. Pourquoi il m'a bloqué? Ah, il m'a bloqué. Non, c'est bon. Ok, donc là on avait dit Mara.
Donc Mara, donc là, il faut choisir la date d'échéance. Et là, on va partir pareil. Alors bon, là, mars, ça fait peut-être un petit peu loin quand même, parce que c'est quand même super volatile. Donc, on va plutôt rester sur janvier, ce qui nous laisse à peu près 1 mois et demi pour tenter d'avoir raison, c'est-à-dire en pensant que Mara va rester au-dessus de 18 $ pendant les 4 prochaines semaines. Donc là, j'ouvre la chaîne d'options. OK, et on avait dit donc 15, 18. Donc là, il faut que je fasse un pas de 3. Voilà. Pas de 3. Et on va aller chercher donc les chaînes d'options. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai du 17-21, 18-22, 17 janvier. Pourquoi j'ai pas d'autre pas que ça? Ça descend pas en dessous. 21. Ça descend pas en dessous. Bon, écoutez, là j'ai un petit souci. Ah oui. Ah oui, attends, ok, j'ai compris, pardon. Excusez-moi, hop, j'avais pas ici vu qu'il fallait mettre toutes les lettres. Voilà, ça me paraissait bizarre aussi. Donc là, on veut vendre 18 et acheter 15, ok? Donc 18-15, on n'a pas, on a 14-19 par exemple. Ok. Donc là, on va vendre un put 19 et on va acheter un put 15 de protection, c'est-à-dire que là, on aura 4 $ de risque entre les deux strikes. Après, vous pouvez réduire le risque. Hein. Si vous voulez prendre un petit peu moins de risque, on peut se dire, voilà, on peut par exemple, bon, je pense que c'est plutôt volatile, donc j'aimerais prendre un peu moins de risque sur cette stratégie. Donc 19, ça me paraît un petit peu haut. J'aurais bien voulu 18. Et vu que j'ai pas 18 et que le strike suivant c'est 17, écoutez, là ce que je vous propose, simplement, c'est de se dire, ok, je vais vendre un put 17,5 et je vais acheter un put de protection à 14. Ok. Donc là, je vais également vendre la position. Ok. Alors non, c'est pas celle-ci. Excusez-moi. Là ici, c'est dans cette colonne-là. Pardon. Ici, c'est le 54. Donc là, voilà, on va aller en risque. Voilà. Donc là, on va bien avoir. Donc, il faut toujours vérifier ici au niveau des ouvertures. Donc là, je vais vendre 14. Non, c'était bien l'autre. Excusez-moi. Hop. Voilà. Buy to open. Voilà. Donc ici, on a bien donc sell to open. Donc je vends 17,5, je vends le strike le plus haut, ok, et j'achète le strike le plus bas de protection, ok. Voilà, donc là on est bien dans le bon sens. 17 janvier, un contrat de chaque côté puisque c'est un combo. Et là on voit que le spread est entre 47 et 55. Donc en gros aujourd'hui, je pense qu'on peut vendre cette stratégie raisonnablement pour 51 $. Alors même question que tout à l'heure, quelle est ma perte maximum si le sous-jacent descend cette fois-ci en dessous de 14 $ au 17 janvier? Est-ce que quelqu'un peut me calculer la perte maximum que peut engendrer cette stratégie si malheureusement on doit avoir tort, c'est-à-dire que Mara n'est pas haussier mais plutôt baissier? À deux têtes, ça va vite quand même. Là, c'est calcul mental, ça va vite. Est-ce que quelqu'un peut me donner la perte maximum? 299, me répond-on. Ah, on a un gagnant, super. Oui, effectivement, voilà, c'est la bonne réponse. Donc, c'est la différence des deux strikes. Donc, 14 moins 17,5, donc on est à 3,50. OK. Donc, 3,50 moins 51 cents, on est bien sur 299 $ de perte maximum si le sous-jacent finit en dessous de 14 $ au 17 janvier, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Mara continue de monter, puisque Donald Trump adore les crypto-monnaies, le marché adore Donald Trump, et les cryptos explosent. Voilà. Donc, imaginons que Mara vaut, je ne sais pas moi, 25 $, par exemple. Voilà. Ça vaut, non, on est à 25, pardon, vaut 35 $. Okay, donc, imaginons que le 17 janvier, Mara vaut 35 $. Qu'est-ce qui se passe pour vous, concrètement? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors, on m'a donné comme réponse 51. Allez, une deuxième réponse, là, quand même. Et je n'ai Allez, sur pas les une 16, deuxième là, réponse pour l'instant. sur les 14 qui sont présents, il y a bien. C'est juste pour voir si vous avez compris le principe. C'est pour ça que je vous demande la réponse, pour voir si vous avez bien compris la gymnastique avec les options. Donc, que se passe-t-il si le prix de Mara est à 35 $ au 17 janvier 2025?
Ben, ce qui se passe, c'est que vous ne serez pas assigné sur la vente du put, puisque vous aurez l'obligation d'acheter les actions si le prix est en dessous de 18. Si le prix est à 35, ben, il est clair que l'acheteur du put ne va pas vous assigner. Donc, vous allez tranquillement attendre la fin de l'échéance pour clôturer le contrat. Donc, vous n'allez pas avoir d'obligation de vendre et d'acheter et de vendre derrière. Donc, vous allez effectivement garder la prime de 52 $ que vous avez touché et vous n'aurez absolument aucune obligation. Dans ce cas présent, pour garder la prime, pour garder 100% de la prime, il faut que le cours soit au-dessus de 18 $ à la date d'échéance. S'il est à 35, vous êtes largement au-dessus, donc il n'y a absolument aucun problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à cette stratégie? Donc là, vous voyez bien que pour faire un crédit put spread, il faut que le sous-jacent soit reste à 25 $ comme aujourd'hui. Il peut même descendre à 18,01, ok, c'est pas un problème, mais il ne faut pas qu'il passe en dessous de 18. Alors maintenant, si on prend un contrat jusqu'au 17 janvier, il se peut que le contrat, que Mara descende, je sais pas moi, par exemple à 17, mais s'il remonte juste derrière à 20 $ autour du 15 janvier, vous n'aurez pas de problème non plus. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Des questions? Pas de questions. Pas de questions. Donc je pense que c'est compris. Ok, ça roule. Allez, on va passer à la fin. Donc, il reste encore 3 slides. Et je vous prends encore un petit quart d'heure et après, je vous lâche. Donc là, on va aborder la vente de put, ce qui fait extrêmement peur. Hop là. Alors, on est parti ici. Alors, je fais donc les de put, donc stratégie créditrice. Alors, je vais passer ici. Hop, je vais mettre en plein écran. Alors, vous avez deux façons d'utiliser la stratégie de vente de put à nu. Vous avez deux stratégies possibles. Une où vous souhaitez vous faire assigner, c'est-à-dire que vous voulez recevoir les actions en portefeuille, ce qu'on appelle le cash secure put, et l'autre qui consiste à recevoir des primes en évitant au maximum les assignations. Par exemple, il y a une action qui s'appelle Énergie, qui vaut 100 $. Vous aimeriez bien l'acheter, mais un petit peu moins cher que les 100 $ aujourd'hui, ou vous les achetez à 100 $ et vous allez être payé pour ça. Donc, vous pouvez soit les acheter, placer un put à 100 $, ou si vous voulez gratter un petit peu du prix d'achat, placer un put à 95 $ par exemple. Maintenant, si cette valeur vous intéresse puisqu'elle monte, donc vous dites que puisqu'elle monte, elle ne devrait pas descendre, par exemple, en dessous des 85 $. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vendre une prime d'option. Mais par contre, vu que je pense que l'action va monter, j'ai de très peu de chances de me faire assigner, donc je vais simplement jouer le gain de la prime d'option. Okay, donc, avec un crédit, avec un cash secure put, pardon, vous avez une vue très légèrement baissière du sous-jacent, c'est qu'en gros, il faut que ça passe de 100 à 95 pour être assigné. Et puis ensuite, haussière du sous-jacent. Donc, vous pouvez faire ça peut-être sur un rebond d'une moyenne mobile ou un truc comme ça. Vous dites, voilà, le cours a pas mal monté, j'ai une petite moyenne mobile à, je sais pas, à 20 jours qui est autour des 95. Je pense que le cours peut venir autour des 95. Et vous, ça peut être le bon moment pour acheter à 95 et non pas à 100 comme aujourd'hui. Puis après, ça remonte et vous avez toujours gagné 5 $. C'est toujours de la plus-value dans votre poche. Le put à nu, là, on est plutôt sur une vision haussière puisqu'on ne veut surtout pas, à ce moment-là, que Énergie descende en dessous de 85. Okay, alors, là, au niveau de la perte maxi, elle est un peu plus importante puisque la perte maximum, c'est la différence entre le prix du sous-jacent et 0. C'est-à-dire que, prenons un cas extrême. Demain, Énergie, très mauvaise nouvelle, mauvaise gestion, le patron se barre avec la caisse, etc. Enfin, n'importe quelle raison. Et la société dépose le bilan. OK, vous, en tant que vendeur de put, aussi bien à 95 qu'à 85, vous avez l'obligation, puisque vous êtes vendeur de put, vous avez l'obligation d'acheter les actions à 95. OK, on est bien d'accord, si vous vendez un put 95. Mais si l'action vaut 0, vous avez un bout de papier dans la main, vous avez des actions qui valent 0, mais vous avez l'obligation de les acheter à 95 $ à l'acheteur du put. Donc là, votre perte maximum dans ce cas-là, c'est 9 500 $, OK, moins la prime que vous avez touchée. Alors, si vous avez touché, je ne sais pas moi, 150 ou 200 $ de prime, bon, au lieu de 9 500 $ de perte, vous aurez 9 300 $. OK, donc, il faut faire attention quand on fait ce genre d'opération à choisir les bons sous-jacents. Alors maintenant, un accident de parcours, ça arrive aussi. Je ne pense pas que les gens qui ont vendu des puts sur Lehman Brothers en 2009 pensaient que Lehman Brothers allait déposer le bilan. OK, ça fait partie du jeu.
Si demain vous achetez 100 actions énergie directement sur le marché, c'est-à-dire que vous déboursez 10 000 $ pour acheter 100 actions énergie, si la société dépose le bilan, vous avez perdu 10 000 $. Donc, que ce soit au niveau des options ou au niveau des actions, le risque est exactement le même lorsque l'on vend des puts. Okay, vous aurez beau mettre un stop de protection avec une achat sur vos achats d'actions, le jour où la société dépose le bilan, il n'y a plus de stop, il n'y a plus rien qui tient. Donc là, vous avez 100 actions énergie, vous avez acheté 100 $ chacune qui valent 0. Okay, donc, vous avez exactement le même risque au niveau des options qu'au niveau de l'action. Okay, donc, ce n'est pas plus dangereux de faire des ventes de puts plutôt que d'acheter des actions directement sur le marché, notamment en cas de faillite de société. Alors, donc la perte maxi, c'est bien la différence entre le prix du strike que vous avez vendu et 0 qui est le prix au plus bas de l'action que vous avez en portefeuille. OK. Donc là, on veut prendre l'exemple. Donc là, je vais revenir sur la plateforme, hop, ici. Donc je vais revenir sur les stocks. Hop, voilà. Donc on va faire ici, on va faire, c'est pas Mara, c'est énergie. Énergie, voilà. Énergie. OK. Donc chaîne d'options. Donc là, je vais repasser sur le TradingView, ce sera plus simple. TradingView, il est où? Il est là. TradingView, il est là. Hop, on va faire donc énergie. Énergie. Voilà. Énergie, donc voilà, donc une belle valeur haussière, etc. Ouais, donc ça monte bien, on est content, c'est une belle valeur. Pourquoi j'ai ça? Ça serait bien que ça s'en aille. Voilà, on va passer en weekly pour bien montrer que ça monte. Voilà, ça monte. Hein, ouais, c'est une belle valeur. On est parti de 28 $, voilà, 30 $ il y a à peu près 1 an et demi, et puis là on est à 100, donc plutôt une très belle progression. Puis là vous dites j'aimerais bien accompagner cette progression là, donc je vais repasser en daily par exemple, voilà. Mais bon, l'action, vous voyez, on a ici autour des 95. Voilà, on a une moyenne mobile à 10 jours ici à 95. Mais bon, je pense que ça peut revenir autour des 95. J'aimerais bien acheter à 95 et qu'ensuite, vous voyez, parfois on a des retournements de tendance ici, voilà, des petits retournements à la baisse. Puis après, ça repart à la hausse. Et j'aimerais bien acheter à 95. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. C'est que là, vous voulez les actions en portefeuille, mais vous voulez les acheter un petit peu moins cher que le marché. Alors après, si vous voulez vraiment les actions en portefeuille, vous pouvez les acheter au prix du marché. On verra l'incidence sur la prime d'option tout à l'heure. Ou alors vous vous dites, voilà, moi je pense que énergie, c'est une belle valeur qui va continuer de monter. Oui, elle peut corriger, mais j'estime qu'elle descendra jamais en dessous de 85. Vous voyez, donc on a une petite ligne de tendance ici autour des 80, 85, 84, 85, et on pense que le cours ne redescendra jamais en dessous de 85 pour les 2 prochains mois par exemple. Ok. Donc, je vous propose maintenant de repasser sur la chaîne d'options et ça. Donc, on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on a comme date d'échéance? On a mars. Mars, ça fait 4 mois. Ouais, pourquoi pas. Allez, on se laisse 4 mois. Donc là, je vais revenir, puisque là, on n'est plus sur du vertical, mais on est sur du single, parce que là, on va vendre juste un put à différentes échéances, à différents strikes pour voir un peu l'incidence. Donc là, je vais repasser sur on va repasser sur du ici, donc on avait dit 100, 95 et 85. Ok, d'accord. Ok. Donc la colonne des puts, donc ça je vais fermer ici, ça fera un petit peu de place. Voilà. Donc la colonne des puts étant ici sur la droite, si je décide de vendre un put 85 énergie au mois de mars, je crois, ok, vous voyez que je vais toucher à peu près entre 2 $ et 2,20 $. Donc en gros 2,10 $. Ça veut dire que je vais encaisser immédiatement 210 $. Et mon objectif, c'est que l'action ne descende pas en dessous de 85. Ça, c'est pour la vente de put à nu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'objectif, là, c'est d'encaisser 210 $, mais que surtout pas d'avoir les actions en portefeuille, à moins que, effectivement, l'énergie descende en dessous de 85. Ensuite, vous avez la possibilité de vous dire, voilà, moi, j'aimerais bien acheter les actions à 95. 100, c'est un petit peu cher aujourd'hui. Je pense que ça va réduire un petit peu à la baisse, enfin, ça va partir à la baisse. Et là, vous voyez que vous avez 2 possibilités. Si vous n'avez que des actions et vous ne connaissez pas les options, vous mettez un prix d'achat limite à 95 et vous attendez que le cours descende à 95. OK?
Maintenant, imaginez-vous que vous mettez un prix limite et que le cours descende jamais à 95. Il descend à 96, etc. Et tout, et puis il remonte. Donc, vous avez un ordre d'achat à 95 qui n'est jamais exécuté. OK. Maintenant, en utilisant les options, vous dites, voilà, moi, je veux que le cours descende à 95 pour pouvoir les acheter à 95. Et là, vous voyez que lorsque vous allez vendre un put, vous allez toucher entre 4,70 et 4,90 par action. Vous multipliez par 100, ça veut dire que là, vous pourrez potentiellement toucher 480 $ pour attendre que le prix de NRG descende à 95 $. Maintenant, vous avez deux possibilités. C'était quoi? C'était mars, hein, je crois, la date d'échéance. Ouais, on va dire c'était mars, c'est ça, ouais. Où est-ce qu'on est à la date d'échéance? C'était mars? Ouais, 21 mars. OK. Donc, au 21 mars, vous avez deux possibilités. Le prix est au-dessus de 95 ou en dessous de 95. Partons sur le fait que le prix est au-dessus de 95 à 96, par exemple. Effectivement, vous aviez raison. Le cours a bien descendu, mais il n'est pas descendu autour des 95. Il est resté à 96. Donc, vous n'allez pas acheter vos 100 actions à 95, mais vous avez touché 480 $. D'accord? Si maintenant le cours descend à 94, par exemple, là, vous allez être assigné, donc vous allez toucher les actions à 95. Vous avez toujours touché 480 $, sauf que là, vous avez des actions qui valent 94 sur le marché, pardon, mais vous avez acheté 95. Donc, vous avez une perte latente de 100 $ par action. Mais vous avez touché, enfin de 1 $ par action, donc vous avez une perte latente de 100 $, mais de l'autre côté, vous avez touché 480 $. Ça veut dire que dans ce cas précis, tant que l'action ne descend pas en dessous de 90 $, 20, vous êtes gagnant, puisque vous allez déduire la prime que vous avez touchée par rapport au prix du strike. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Vous avez compris le principe? Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un ordre d'achat limite et vous attendez que ça descende à 95. Vous vendez un put de 95 puisque c'est le prix où vous voulez les acheter. Et là, on va vous donner quasiment 500 $ pour faire cette opération. Ce qui veut dire que le jour où vous achetez vos actions à 95, eh ben, elle ne vous coûte pas 95. Elle vous coûte 90. Et vous avez déjà un avantage certain par rapport à une personne qui, ne connaissant pas les options, va simplement attendre que le prix descende à 95 pour les acheter à 95. C'est ce qu'on appelle le cash secure put, c'est ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett, quand il achète des actions, il ne les achète pas au prix du marché. Il va voir un broker. Alors bon, Warren Buffett, il n'achète pas 2 ou 3 contrats d'options, hein, c'est par paquet de 10 000 ou de 100 000. Et avant même de rentrer sur Coca-Cola en 1989, Warren Buffett avait touché 160 millions de dollars alors qu'il n'avait pas encore les actions en portefeuille. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu pourquoi M. Warren Buffett est extrêmement riche. Il faut savoir que Warren Buffett est le plus gros vendeur d'options particulier. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors maintenant, on prend l'exemple donc du put 100. Vous vous dites, voilà, moi je veux absolument acheter parce que je pense que l'action, elle va pas descendre, mais elle va continuer de monter et je veux acheter les actions aujourd'hui. Ok. Donc là, vous allez vendre un put 100, ce qu'on appelle à la monnaie. Le cours est à 101,79. On n'est pas tout à fait à la monnaie, mais on est presque à la monnaie. Ok. Donc là, vous allez vous engager à acheter les actions à 100. Donc il faut qu'elle descende un petit peu là de 1 ou 2%. Et là, on va vous donner entre 6,70 et 7 $. En gros, on va dire, allez, 680. Donc là, vous allez toucher 680 $ pour avoir le droit, enfin, pour avoir l'obligation d'acheter les actions à 100 $ si elles descendent en dessous de 100 $. Donc là, même possibilité. Imaginons que le cours parte à la hausse, ne descende pas à 100 $. Là, vous allez toucher 680 $. Et puis, vous allez attendre 2 mois. Et puis, imaginons que le cours est à 110 $ dans 3 mois. Alors, effectivement, vous n'aurez pas fait la plus-value. Par contre, vous aurez touché 680 $ de prime d'option. Voilà. Alors, nous, clairement, dans nos stratégies, on ne fait pas de vente, puisque nous, vous avez bien compris que nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les primes. Donc, on ne fait pas de vente de put à la monnaie ou légèrement ce qu'on appelle OTM, donc out of the money, mais on est plutôt vendeur voilà, assez loin out of the money, en adaptant les dates d'échéance, en adaptant les moments de rentrer en position, puisque
la volatilité va impacter le prix des primes. Donc, on a tout un concept comme ça où l'objectif pour nous, c'est d'aller vendre des puts en évitant au maximum l'assignation et puis de toucher des primes. Voilà, on va vendre plusieurs contrats tous les mois, ce qui nous permet de toucher, en fonction des portefeuilles, on est bien d'accord, hein, mais de toucher 500, 1000, 3000, 10 000 euros par mois en fonction de votre portefeuille. C'est clair que si vous venez avec 30 000 euros, vous ouvrez un compte, vous ne gagnerez pas 3 000 euros de primes par mois, on est bien d'accord. Hein. La première année, donc j'ai ouvert le portefeuille de la bourse sans stress avec 30 000 $, c'était en 2021. La première année, on a fait 10 000 euros de gains, 10 000 $ de gains, pardon, uniquement en vendant des primes d'options. Voilà, pour vous donner un exemple. Vous pouvez retrouver tous mes track records, puisque je publie mes track records tous les 6 mois, donc depuis 2021. Donc vous avez maintenant donc 2021, donc 2, 4, 6, 7, et vous avez 7 track records sur la chaîne YouTube de la Bourse sans stress. Vous avez une playlist spéciale qui reprend tous les bilans que je fais depuis maintenant 2021. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation donc de stratégie créditrice, où vous avez bien compris que là, à chaque fois que vous allez vendre des options, vous allez récupérer de l'argent. Voilà. Donc, moi, j'aime bien plutôt ce principe-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation de ce jour? Si c'est le moment, lâchez-vous. Je suis là pour vous. On va attendre quelques instants. En tout cas, merci au nom de tous les participants pour cette présentation qui était hyper complète. On a passé plus d'1 heure et demie à écouter donc tes conseils sur les différentes stratégies, et donc tu as pu pendant cette présentation présenter plusieurs stratégies qui sont, tu disais, des stratégies surtout créditrices, parce qu'à chaque fois c'était vendeur C'est ça, d'options. on est vendeur d'options ou vendeur de stratégies, donc là on va encaisser des gains à chaque fois. Alors bien sûr, l'objectif c'est de mettre en place la stratégie pour encaisser le gain en évitant de se faire assigner par la suite. Donc après, il faut adapter. Oui. Donc là, les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples de démonstration. N'allez pas reproduire ce que je viens de vous mettre sur les slides. C'est simplement des exemples où vous expliquez la mécanique. Après, bien sûr, il faut affiner les strikes, il faut affiner les dates d'échéance, il faut affiner les moments où on va vendre ces stratégies pour tirer un maximum de primes et en limitant au maximum les risques. Parce que l'objectif, c'est de limiter le risque au maximum. Ok. SPY, je vais répondre à une question de Georges par rapport aux options sur indice. Les options sur indice existent sur Freestocks, vous pouvez les négocier. Vous avez Alors, Georges, notamment... petite question, pourquoi vouloir faire absolument des options sur indice? Je suppose que c'est pour de la pure spéculation, ceux qui ont l'habitude de trader du CFD ou du futur, et ils se disent qu'ils pourraient faire la même chose sur les options, mais en pur directionnel. D'accord, ok. Ouais, donc pur directionnel, c'est-à-dire que le problème, c'est que en pur directionnel, vous retombez un petit peu dans les mêmes travers que les achats d'actions, c'est-à-dire que vous ne mettez pas les probabilités de votre côté. Et c'est vrai que c'est... moi, je vois aux États-Unis, c'est ce qui marche, ça marche super bien, notamment les options 0 jour. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a... DTO, tout à fait, ouais. On voit toutes les options là qui ont une expiration chaque jour. Bon, c'est risqué, mais en tout cas, ça existe. Tout à fait. Christophe Pour être très clair, moi, je ne fais pas d'indices, je ne fais pas de gros indices. Je fais des indices sectoriels. Donc, je vais faire du XLK, du XLV, du XLY ou des choses comme ça. Et je vais faire quelques ETF également. Dans mon portefeuille d'options, j'ai quelques ETF. Mais principalement, à 90%, je suis sur des sous-jacents actions. Ok. Voilà. Question de Christophe. Pour un petit compte inférieur à 10 000 € ou 10 000 $, est-ce qu'il vaut mieux prendre des options mensuelles ou hebdomadaires en choisissant des actions inférieures à 10-15 $? Alors, je dirais que, nous, au niveau de la bourse sans stress, si vous voulez faire une formation avec nous, je demande au minimum d'avoir 30 000 $ sur un compte, puisque le problème avec 10 000 $, c'est que vous allez être très vite limité dans le nombre de trades que vous allez pouvoir faire, puisque le broker va vouloir couvrir les positions, ce qu'on appelle la marge. Donc, le problème, c'est que si vous venez qu'avec 10 000 $, alors vous pourrez faire des. Alors, si vous venez avec 10 000 $, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de commencer par des crédits spread. Donc, les crédits call, les crédits put qu'on a vu tout à l'heure, pour limiter votre risque au maximum. Parce que vous avez un petit capital, donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre beaucoup.
Si vous êtes malheureusement dans le mauvais sens, vous pouvez vous autoriser une perte, mais qui est vraiment minime. Donc pour ça, il faut se protéger avec des crédits, des stratégies de crédit spread, crédit call ou crédit put. Parce que le problème, c'est que si vous faites de la vente de put à nu ou cash secure put par exemple, ça va impacter très fortement la marge de disponible que vous avez avec vos 10 000 $, ce qui fait que vous allez passer 3, 4, 5 positions et puis vous allez être obligé d'attendre la fin d'échéance ou de clôturer une position pour récupérer de la marge. Donc nous aujourd'hui, d'après nos calculs, on a quand même aujourd'hui 12 ans d'expérience, on est 3 traders, donc on a une quarantaine d'années d'expérience cumulée au niveau du trading d'options. En dessous de 30 000 $, c'est compliqué d'aller chercher du rendement relativement important. Je vous dis, la première année où j'ai ouvert le portefeuille options, donc en 2021, donc il y avait 30 000 $ sur le portefeuille et on a gagné 10 000 $ de primes d'options rien que la première année. Si j'avais mis 10 000 $ sur le compte, j'aurais peut-être pu aller chercher 2 000 3 000 $ grand maximum. Peut-être, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Parce que j'aurais été limité par le broker qui m'aurait dit à un moment donné, là, il n'y a pas assez de cash disponible sur le compte pour avoir la marge nécessaire pour couvrir le risque. Est-ce que ça répond à votre question, Christophe? Apparemment. Bon, Christophe ne répond pas, donc je suppose que… Donc, je pense que peut-être la réponse a dû être correcte, j'espère. Du moins. Alors oui, il dit, oui, le pourcentage de gain reste identique, mais la somme totale gagnée est… Là, il n'y a pas de suite. Bon. Non, mais Inférieur. clairement, plus vous aurez un petit capital avec les options, plus vous serez limité dans le nombre de trades que vous allez pouvoir faire. C'est pour ça que nous, voilà, les 30 000, c'est pas une somme qu'on a un jour décidé un matin en se levant, mais simplement parce que voilà, après avoir analysé différents portefeuilles, si on veut commencer à avoir un rendement qui tient la route et surtout pouvoir mettre en place plusieurs fois des stratégies, 30 000, allez, 25, c'est vraiment le mini du mini du mini, mais 25, 30 000 pour commencer, c'est presque l'idéal, quoi. C'est presque parfait. C'est pas trop important. On n'engage pas trop d'argent sur le marché. Ça permet de faire des stratégies, de se créer sa confiance. Moi, j'ai souvent des clients. J'ai plutôt la chance d'avoir des clients qui ont plutôt des gros portefeuilles de plusieurs centaines de milliers de dollars, etc. Et souvent, ils me disent, bah voilà, écoute, je vais commencer avec 30, 40, 50 000. Et puis, si ça marche, je mettrai le reste. Et bon, à chaque fois, ils mettent le reste. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut très bien commencer avec 30 000, 40 000. Et même si on a un peu plus, et puis se dire, bah voilà, je me fais les dents pendant 6 mois, 1 an. Puis si je vois qu'effectivement c'est rentable, à ce moment-là, je peux mettre un peu plus. Et puis là, on peut effectivement augmenter effectivement les rendements. Ok, très clair. Bon, Bon, eh bien, je pense qu'on peut se conclure là-dessus. Ouais, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris pas mal de choses. Si vous souhaitez vous former aux options, vous avez aujourd'hui une 60aine de vidéos gratuites de formation aux options sur la chaîne de la Bourse sans stress. Donc, vous avez tout un process qui commence vraiment de la base, c'est-à-dire la définition d'un contrat d'option. Puis après, on monte un petit peu en compétences avec les volatilités, les valeurs intrinsèques, les grecs, etc., etc. Donc, vous pouvez déjà vous faire une très, très bonne idée gratuitement en visualisant donc les 60 vidéos qui sont à votre disposition sur la chaîne YouTube de la Bourse sans stress. Merci à tous, bonne soirée et bon trading sur Freestocks ou sur Self Invest. Merci Mickaël, à bientôt. Merci à tous, bonne soirée, très safe, ciao, bye bye.